Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être là pour cette conversation que nous allons avoir, dont l'intitulé est de l'igloo au gratte-ciel, dompter le climat ou s'y adapter. Nous ne parlerons pas que de l'igloo et du gratte-ciel et du climat, mais nous allons peut-être de manière plus large réfléchir à la façon dont nous cohabitons la planète Terre et la façon dont cette cohabitation est aujourd'hui mise en question, notamment par le dérèglement climatique, mais pas que, on va y revenir. Il y a une petite modification de programme puisque nous avons perdu notre modérateur, Guillaume Fourmont, journaliste qui devait animer cette table ronde. Il n'a pas pu se rendre à Saint-Dié. Et au débeauté, les organisateurs m'ont demandé de jouer à l'animateur. Donc je suis Michel Dussault, géographe, professeur à l'Université de Lyon, et je dirige l'École urbaine de Lyon, qui est un programme destiné justement à réfléchir aux relations entre l'urbanisation et le changement global. Et j'ai accepté avec plaisir de faire cette animation qui va être néanmoins assez souple, puisque je vais essentiellement me contenter de présenter les autres invités et puis de lancer la discussion et d'intervenir dans cette discussion qui va durer à peu près 55 minutes, 1 heure peut-être, à la suite de quoi nous vous donnerons la parole pour un jeu de questions, si vous en êtes d'accord. Il y a des micros mobiles qui circulent dans la salle. Et puis nous nous quitterons en principe vers 13 h, hein, si j'ai bien noté le programme. Et au moment de nous quitter, vous pourrez acheter les livres d'un certain nombre de personnes présentes ici, notamment le livre de Philippe Simet à la table de librairie qui est ici à ma gauche. Nous allons discuter de quelque chose finalement d'assez simple. Je vais en dire quelques mots, ensuite je présenterai les invités. Nous avons de plus en plus conscience, nous collectivement, êtres humains sur la Terre, que nous sommes entrés dans une drôle d'époque. Ce que certains appellent l'Anthropocène, hein, une époque où nous prenons de plus en plus conscience que les dérèglements environnementaux, ce que l'on appelle parfois le changement global, dont le dérèglement climatique est un des aspects les plus spectaculaires, mais pas le seul, puisqu'il faudrait aussi parler de crise de la biodiversité, d'épuisement des ressources, de bouleversement des fonctionnements de grands systèmes à la fois vivants et non vivants comme les sols. Les sols changent beaucoup en raison d'un certain nombre de facteurs. Donc ce que l'on appelle le changement global devient de plus en plus pressant, de plus en plus évident. Il est de plus en plus difficile de fuir ce constat que nos habitations sont menacées. À toutes les échelles, hein, à l'échelle de la planète, nous pouvons nous demander si la planète va rester habitable pour un grand nombre d'humains à l'horizon 2100. Quand même question assez perturbante, n'est-ce pas? Crise de l'habitabilité globale de la planète. Ça n'est pas un petit sujet. Mais cette interrogation, elle est aussi valable localement. Nous pouvons nous demander si certains espaces vont rester habitables, et là même avant 2100. Quand vous habitez la vallée de la Roya ou de la Vésubie aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu les images à Saint-Martin-de-Vésubie, après avoir subi en une journée des précipitations d'un cumul supérieur à un trimestre, alors que les 6 derniers mois ont été d'une sécheresse intense, quand vous constatez à quel point un phénomène tout simple, élémentaire, basique, une crue, peut détruire absolument tout sur son passage. Regardez vraiment ces images. Rien ne résiste. Absolument rien ne résiste. Aucun édifice, aucune structure. Rien ne résiste à une crue torrentielle. Lorsque nous voyons ça, comment ne pas être immédiatement dans l'interrogation, puis-je continuer d'habiter ici? Ou faut-il aller ailleurs? Mais je ne sais pas, nous habiterions dans la vallée, dans la baie de San Francisco, marquée depuis maintenant des semaines par des méga-feux d'une puissance telle que l'air est totalement envahi de fumée et de cendres,
que l'on est en permanence plongé dans un climat de pénombre, qu'on ne peut plus respirer, qu'on est obligé de garder les enfants à la maison, de ne pas exposer les personnes âgées à la circulation dans les rues, que des incendies sur des fronts de dizaines de kilomètres dévastent des zones marquées par une sécheresse inouïe. Et dans ces conditions de sécheresse, quand un incendie part, ça veut dire que les sols, par exemple, sont durablement incapables ensuite de porter une reprise de végétation. Eh bien, quand vous discutez aujourd'hui avec des Californiens, et pourtant la Californie est un endroit où il en faut beaucoup pour pondérer l'optimisme natif des habitants de cet État, eh bien, certains se posent aujourd'hui la question de savoir s'il faut continuer, si l'on peut envisager de continuer d'habiter. Et il y a aujourd'hui des réflexions, le New York Times en a fait l'écho, en consacrant d'ailleurs un site à cela, des réflexions sur les migrations climatiques et environnementales aux États-Unis à l'horizon 2070-2100, où dans certains scénarios, on prévoit le déplacement de plus de 90 millions de personnes. 90 millions de personnes. Notamment des Suds vers le nord-ouest et le nord-est. À Phoenix, en Arizona, alors je vous l'accorde, ça n'est pas le modèle de climat tempéré, hein, et toujours assez chaud, mais là, on a vécu plus de 90 jours d'affilée avec des températures supérieures à 41 degrés. Au-delà de 37 degrés, le corps humain est exposé, hein, vous le savez. Nous fatiguons, même au-delà de 32 d'ailleurs, mais au-delà de la température du corps, nous sommes dans le peu habitable, en tout cas sans recours à des artifices, la climatisation excessive, etc. Donc vous voyez, cette question de l'habitabilité locale, ça n'est même plus une question à l'horizon 2100. C'est ici et maintenant. Et dans tous les ici et dans tous les maintenant. Donc voilà en fait de quoi nous allons parler aujourd'hui avec nos invités. Je m'inclus dans les invités, donc je réfléchis beaucoup à ces questions d'habitabilité du monde. Puis nous allons en parler avec Philippe Simet, qui est à ma droite. Philippe Simet est un drôle de loustique, puisque c'est un philosophe de formation et de cœur et de pratique. Mais c'est un philosophe très particulier, parce que c'est un philosophe qui, depuis toujours, s'intéresse au terrain. C'est un philosophe de terrain. Il aime arpenter les lieux, et il aime observer la façon dont les lieux s'organisent et dans la façon dont les individus vivent avec les lieux. Il est maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Il connaît bien l'architecture puisqu'il travaille avec des architectes, notamment avec Jacques Ferrier, mais pas que. Il est le fondateur d'une revue en ligne que je vous conseille qui s'appelle Métropolitique, qui est consacrée à la réflexion sur les métropoles mondiales. Et puis surtout, depuis maintenant quelques années, il développe une démarche documentaire très originale, donc de films documentaires, notamment en lien avec Arte, à travers une série qui s'appelle Habiter le monde, dont il a tiré un livre, et qui est une série qui vise justement à observer la façon dont on habite le monde, en parcourant ce monde, des zones tempérées au Grand Nord, des forêts équatoriales à la savane tropicale, et on y reviendra parce que je crois qu'il a une démarche très originale, très particulière, parce qu'elle est à la fois une démarche d'ethnographe, mais aussi toujours informée par sa démarche de philosophe. Et puis nous recevons aussi, nous allons discuter avec Antoine Pagnoux, donc, qui est à mon extrême droite topographique, je précise, qui est architecte, diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, qui est installé à Saint-Dié-des-Vosges. Il dirige ASP Architecture. Il a fait le choix de s'installer dans cette partie des Vosges. Et cette agence est connue, elle a gagné de nombreux prix depuis le début des années 2010, dirons-nous. Hein. Elle a gagné de nombreux prix importants, notamment récemment le deuxième prix national de la construction bois, gagné en 2014 et en 2020, parce que c'est une agence dont la marque de fabrique, si je puis dire, c'est de s'intéresser
et même plus que de s'intéresser, de se consacrer à l'utilisation de matériaux comme le bois et la paille, des matériaux biosourcés, des matériaux issus de filières qui ne sont pas les filières industrielles de production de matériaux de construction habituels, que ce s'agisse du béton ou d'autres choses. Et cette démarche participe d'une volonté justement de réfléchir, pas seulement au climat, parce qu'on dit que ces bâtiments sont bioclimatiques, mais ils sont au-delà de ça, c'est-à-dire de réfléchir à la façon dont l'architecture doit se saisir aujourd'hui de l'interrogation sur qu'est-ce qu'habiter dans un monde frappé par le changement global. Donc voilà autour de quoi nous allons finalement tourner. Qu'est-ce qu'habiter dans ce monde placé sous la menace de l'inhabitabilité? Vous voyez le paradoxe qui est le nôtre aujourd'hui, être humain sur la Terre? Comment pouvons-nous habiter à 7, 8, 9, 10 milliards d'humains? 2050, 10 milliards d'humains. 2 milliards en Afrique, 3 milliards 500 millions en Asie. Qu'est-ce qu'habiter à 10 milliards d'humains dans un moment où nous traversons une crise de l'habitabilité, où nous sommes obligés de remettre en question nos certitudes, où nous sommes obligés de sortir de l'idée et du discours que la technologie pourvoira à tout et nous sécurisera et nous garantira de tout, parce que ce qui vient de se passer hier à Vésubie montre qu'il n'en est rien. Voilà le dilemme que nous avons à affronter, le dilemme de l'habitation que nous avons à affronter collectivement. Je ne veux pas plomber l'ambiance. Vous voyez, je garde le sourire. Mais il va en falloir de la réflexion, de l'idée, de l'échange, du débat et des choix. Alors justement, Philippe, pour commencer, ce que je trouve fascinant dans Habiter le monde, c'est ton parcours de philosophe, ethnographe, découvreur, voyageur, mais qui n'est jamais marqué par une volonté d'exotisme. Tu ne veux pas nous faire un voyage de découverte pour s'extasier sur des mœurs étranges, mais plutôt pour une autre raison, c'est-à-dire que tu veux essayer de comprendre la variété des formes d'habitation à travers le monde. Alors même que nous sommes dans un moment historique où on peut avoir l'impression que le monde se standardise, vous voyez, s'homogénéise. Tout devient partout la même chose. Eh bien, toi, tu insistes au contraire sur le fait que si l'on sait regarder, on s'aperçoit de l'extraordinaire variété des situations d'habitation. Oui, c'est tout à fait ça. Je voudrais revenir un instant sur les raisons qui m'ont poussé à entreprendre cette sorte d'enquête philosophique, ethnographique, un peu partout autour du monde, sur les façons d'habiter. Michel parlait de cette crise de l'habitabilité, et c'est pas juste, enfin c'est pas quelque chose d'intellectuel. Et je voudrais juste vous dire que en fait j'ai été rattrapé dans mon existence personnelle par ce sentiment de crise. Voilà, j'enseigne dans une école d'architecture et finalement, au fil des années, j'étais de plus en plus mal à l'aise sur les façons qu'on a d'enseigner ce métier et des discours qu'on peut avoir sur les matériaux qu'on utilise, et notamment les matériaux standards de la construction, le béton, l'acier, le verre, beaucoup de choses qui sont issues de la pétrochimie, et de voir que, enfin, vous savez, le BTP en France, chaque année, c'est environ 220 millions de tonnes de déchets, donc 40 millions de tonnes juste pour le secteur du bâtiment. Et c'est 28% des émissions de CO2. Donc ce secteur-là porte une lourde responsabilité dans la dégradation, si vous voulez, des écosystèmes et bien évidemment des dérèglements climatiques. Donc quoi dire à mes élèves? Je ne savais plus trop. Et puis, Michel l'a dit aussi, il y a une standardisation de l'architecture qui est en train qui se produit partout dans le monde, et notamment dans les espaces qui nous semblent les plus éloignés. J'en parlais hier dans une autre intervention. C'est intéressant de voir aujourd'hui comment l'industrie du ciment se développe en Afrique de l'Ouest, où il y avait une architecture de terre absolument extraordinaire, mais qui ne vaut plus rien symboliquement pour de nombreux habitants, parce que les critères de réussite sociale, c'est d'avoir une maison en béton. Donc un sentiment d'appauvrissement incroyable. Et puis dernière chose,
la question des migrations, voilà, qu'on présente toujours comme des migrations économiques, mais qui sont bien sûr liées à des phénomènes climatiques. Moi, j'habite dans le 19e arrondissement à Paris. On a accueilli beaucoup de migrants. On en accueille toujours. Et depuis quand je dis on en accueille, c'est-à-dire qu'ils sont dans la rue, dans des tentes, voilà, devant chez moi. Et en fait, je ne savais plus quoi dire à mes enfants. Je ne savais plus quoi dire à mes étudiants. Et j'étais profondément désemparé. Donc à un moment donné, j'ai eu ce besoin en fait d'aller voir ailleurs comment les choses se passaient et de retrouver le sens et la valeur de cette diversité des façons d'habiter le monde, de composer en fait avec la richesse des climats, des contextes, et de voir comment finalement chaque société humaine articulait toujours des questions climatiques, mais aussi des questions sociales. C'est-à-dire qu'habiter, voilà, c'est ni, bien sûr, c'est pas bien sûr que le logement, c'est pas non plus, ça renvoie pas non plus à des questions purement environnementales. Oui, habiter, ce n'est pas simplement résider. C'est pas résider, oui, c'est beaucoup plus que ça. Et une des choses qui m'a fasciné, c'est que à chaque fois que j'allais voir quelqu'un et que je lui posais des questions sur sa façon d'habiter, d'abord tout le monde avait quelque chose à dire, donc ça c'est magique. Tout le monde est riche de connaissances et d'expériences sur les façons d'habiter et qu'est-ce que ça veut dire. Mais surtout, à chaque fois, il y avait des façons très différentes de composer avec tout un tas de dimensions de l'expérience humaine. Ça parlait de famille, ça parlait de matériaux, ça parlait de techniques, ça parlait de rapports de genre entre les hommes et les femmes, ça parlait d'ancêtres, ça parlait de religion. Je me suis dit, mon Dieu, mais comme notre manière d'habiter est pauvre, donc ce n'est pas simplement la diversité des styles d'architecture, c'est aussi ce que l'architecture veut dire, ce avec quoi elle nous met en relation et de la manière dont elle nous ouvre au monde. Donc voilà, c'est un peu ce que... Est-ce que tu pourrais satisfaire à la formule, qui est un peu une formule rhétorique, mais que nous habitons un habitat, mais que cet habitat nous habite aussi, nous, en tant qu'individus, et individus inscrits dans des filiations, dans des sociétés, dans des groupes, dans des cultures. C'est-à-dire que notre rapport à l'habitation n'est pas qu'un rapport d'usage fonctionnel. Non, alors je suis tombé sur des choses très, très étonnantes. Par exemple, je suis allé en Indonésie, chez les Toraja, et bon, il y avait des maisons de bois absolument magnifiques qui ressemblent à des coques de bateaux inversées. Puis voilà, je discutais avec les personnes, puis ils me parlaient, ils disaient plein de choses, et puis quelques jours plus tard, en fait, je les vois dans une autre maison en tôle. Alors je dis, mais bon, vous m'avez arnaqué, en fait. En fait, vous habitez là, dans les maisons en tôle. Ils m'ont dit, non, on réside là, dans ces maisons, mais celles qu'on habite, ce sont les autres. Celles qui ont du sens pour nous, c'est celles où on ne réside pas, mais où toutes les valeurs, finalement, de notre communauté viennent s'incarner, sont discutées, sont partagées. Donc ça, déjà, c'était un déplacement très, très étonnant pour moi. Et puis, il y a une deuxième chose qui m'a beaucoup marqué. Je suis allé plusieurs fois en Afrique de l'Ouest, je me suis intéressé à la construction en terre. C'est que les matériaux qu'on travaille, ils nous travaillent aussi. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup du travail, des transformations du travail, de la crise du travail, mais on en a fait un concept très abstrait. Travailler, c'est toujours travailler quelque chose. Voilà, et ce rapport à la matérialité, il nous transforme autant qu'on la transforme. Et ça me pose des questions, par exemple, sur qu'est-ce que c'est que travailler avec du béton, qu'est-ce qui se passe sur les chantiers de construction, ces espèces de matériaux informes qui riment plus à rien et qui sont liés à des conditions de travail économiques et physiques des ouvriers sur les chantiers qui sont catastrophiques. Donc, voilà, à chaque fois... ces expériences nous mettent en relation. Alors voilà, je pourrais donner d'autres exemples, hein, des relations justement avec comment habiter nous met en relation avec des ancêtres et qu'est-ce que ça veut dire et comment on se positionne par rapport à eux. Enfin, à chaque fois, il y a eu des choses singulières, mais bon, qui m'ont montré voilà, des façons de composer le monde dont on pourrait... Avant de passer à Antoine, qui a dressé l'oreille à ta formule, les matériaux qu'on travaille, nous travaillent aussi, donc je pense que je l'interrogerai sur ça, il peut s'y préparer dans quelques minutes. Ce que tu dis, Philippe, des ancêtres, me paraît très intéressant parce qu'on n'habite jamais seul. Et quand je dis jamais seul, c'est qu'il y a de l'autre, il y a des voisins, mais il y a aussi tout ce qu'on apporte avec soi.
d'ancêtres, de mythes, parfois de filiation. Et hier, dans une discussion que nous avions avec un auteur, Stéphane Cordebès, qui a fait un très beau livre sur Saint-Pierre-et-Miquelon, comme modèle de territoire concerné par cette crise de l'habitabilité. Je me demande s'il n'y en a pas un exemplaire ou deux ici. Je vous le conseille, c'est aussi un très beau livre de photos. J'ai eu le plaisir d'en faire la postface. Il disait Saint-Pierre-et-Miquelon est le modèle d'un territoire insoutenable. Il n'y a plus d'activité économique, tout est porté à bout de bras par l'État, il y a une dépendance énergétique totale. Les loisirs d'un certain nombre de personnes consistent essentiellement à tirer sur des chevreuils qui ont été importés de la métropole pour servir aux loisirs de la chasse. Enfin, il y a une sorte d'insoutenabilité généralisée. Mais quand on discute avec les habitants, il faut toujours discuter avec les habitants et prendre au sérieux ce qu'ils vous disent. Je crois que c'est aussi quelque chose que tu as développé dans ton travail. Toujours écouter ce qui est dit et essayer de comprendre ce qui est dit. Ils expliquent pourquoi ils n'envisagent pas de pouvoir partir de Saint-Pierre-et-Miquelon, même si l'habitabilité est menacée. Parce qu'ils disent, tous nos ancêtres qui en ont bavé pour mettre en valeur, via la pêche, à la morue au départ, ce territoire, sont là pour nous dire qu'il ne faut pas que nous lâchions. Donc il y a quand même cette dimension très forte de l'attachement à l'habitat, qui est un attachement transgénérationnel, qui dépasse les générations. Et je crois que tu as souvent vu ça dans tes enquêtes. Oui, c'est une dimension, fondamentale. De quelle manière, finalement, nos manières d'habiter, elles s'inscrivent dans une histoire qui est une histoire longue, et de quelle façon des mémoires, des récits, des paroles, des savoir-faire sont transmis et mobilisés justement dans les opérations celles qui semblent les plus prosaïques de techniques de construction. Mais dès qu'on commence à creuser, y compris ces gestes, il y a une mémoire des gestes, et une mémoire qui est nourrie par des paroles qui ont été autrefois partagées. Et c'est quelque chose que je trouve très fort et qui devrait nous conduire à changer. Enfin, Toine, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a cette question de la matérialité. Elle est à... Il faut vraiment se la réapproprier, pas simplement sur un mode technique. Alors Antoine, justement, un des mots d'ordre de l'agence que vous avez créé, que vous dirigez avec quelques confrères et une petite équipe, c'est que construire avec le climat et avec l'environnement, c'est un peu votre point de départ programmatique, c'est-à-dire c'est ce qui oriente votre travail. Et donc, vous avez beaucoup utilisé des matériaux comme le bois et la paille, et si l'on reprend donc cette formule efficace de Philippe Simet, les matériaux qu'on travaille, avec lesquels on construit, nous travaillent en retour, on peut considérer que ce choix de ces matériaux n'est absolument pas un hasard et que ça conditionne, enfin en tout cas ça oriente totalement votre regard d'architecte et votre pratique d'architecte. Exactement, oui, c'est vraiment ça. Et le point de départ, ce sont les hommes, enfin les femmes et les hommes qui vont habiter, au sens habiter, travailler, vivre dans ces constructions-là. Et la matérialité, c'est-à-dire l'utilisation finalement de matériaux biosourcés, mais aussi l'utilisation du climat, c'est-à-dire l'utilisation du soleil, de la course du soleil pour se protéger en été du soleil, qui est quelque chose de très prédictif finalement, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que le climat, oui, on peut le subir, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va devenir. Par contre, depuis des siècles, la course du soleil est la même. Elle restera a priori la même. Donc c'est quelque chose de très prédictif dans nos constructions. C'est-à-dire que quand on se dit on se protège l'été et on laisse rentrer le soleil l'hiver pour se réchauffer, c'est quelque chose de très simple et très facile, très accessible à tout le monde. C'est-à-dire, ça donne quoi comme type de disposition architecturale en quelque sorte? C'est vraiment nos principes de conception qui sont d'abord basés sur... pour servir pour les hommes, mais le bioclimatisme, c'est-à-dire comment on s'ouvre au soleil, la façade sud, c'est-à-dire quand vous êtes plein sud, c'est très simple, vous avez le maximum d'apport solaire. Si vous avez une casquette, c'est-à-dire une protection solaire toujours sur votre plein sud, qui fait à peu près les 2/3 de la largeur, de la hauteur,
maintenant de votre ouverture, vous avez une protection solaire optimale dans notre région. Alors après, ça se calcule, c'est très simple. Encore une fois, si les Mayas étaient capables de faire, comment dirais-je, venir le soleil dans leur pyramide, pensez bien qu'aujourd'hui, on sera toujours capable de faire rentrer le soleil ou de l'empêcher de rentrer dans les constructions. Ça, c'est vraiment, je dirais, des choses très, très basiques. Et après, l'utilisation des matériaux biosourcés, qui sont la deuxième étape quand on a bien travaillé avec le soleil, travailler le biosourcé, c'est-à-dire les matériaux simples, de façon simple, le bois en l'occurrence, la laine de bois, la paille, qui sont des matériaux qui finalement subissent très peu de transformation, assez peu de transport, vont permettre finalement de faire un bon manteau pour nos constructions. Donc aussi là de se protéger. Et comme on a des outils qui sont aussi très très prédictifs, qui sont ce qu'on appelle les simulations thermodynamiques, elles permettent de savoir finalement sur une année, sur un scénario d'une année climatique, ce qui va se passer en prenant des scénarios catastrophes, c'est-à-dire très froid, très très chaud, canicule et grand froid, qui permet vraiment de contrôler ce qui va se passer, quel que soit l'usage des constructions. Et cette démarche-là, donc sur les matériaux, évidemment, qu'elle va avoir un impact sur les gens qui vont résider dans les habitations, mais là aussi, on le constate, un impact finalement, on va être un peu ésotérique, mais dans le processus de conception et dans la réalisation des constructions. C'est-à-dire que sur les chantiers, réellement, un chantier bois, alors je vais peut-être expliquer un peu plus pourquoi ça se passe mieux, parce on se sent mieux, mais pas que. Un chantier bois, il va y avoir vraiment des odeurs de bois qui sont très sensuelles. Il va y avoir, quand vous marchez sur une dalle qui est en bois, en hiver, vous allez avoir beaucoup moins froid aux pieds que sur une dalle en béton, pour des raisons d'effusivité des matériaux. Au niveau acoustique aussi, la résonance n'est pas la même. Au niveau, je dirais, je parlais des odeurs, le béton, il ne s'agit pas de le dénigrer, hein, mais il est beaucoup plus acide. C'est-à-dire que quand vous rentrez sur un chantier en béton, il y a une espèce d'âpreté qui vous saisit. Et forcément, qui qu'on soit, quand on va travailler sur un chantier, les conditions dans lesquelles ça va être réalisé vont jouer finalement, peut-être très très peu, mais sur la qualité de réalisation quand même, et sur les relations aussi qu'on va avoir les uns avec les autres. On se rend compte, nous, que nos chantiers biosourcés, finalement, c'est pas extraordinairement mieux, mais ça se passe mieux. Globalement, ça se passe mieux. Les relations humaines sont plus agréables. Et quelque part, ça se sent dans la réalisation, et quelque part, les gens qui vont habiter dedans vont le ressentir. Et je pense que ça, c'est quand on parle de matérialité, on peut aller dans cette direction-là qui est quelque chose de très important. Alors, votre marque de fabrique, qui est peut-être liée à votre formation strasbourgeoise, puisque l'école d'architecture de Strasbourg est réputée en France pour être une école où le niveau technique des étudiants est très élevé, enfin une école un peu à l'allemande de ce point de vue-là, qui renvoie à des architectures qui maîtrisent toujours aussi beaucoup les processus de calcul, de conception, etc. Mais on reviendra tout à l'heure sur le fait que par ailleurs, votre architecture, vous la concevez aussi comme une architecture low-tech, hein, de haute intensité intellectuelle, mais pas saturée par la technologie. Hein. C'est une question sur laquelle on reviendra avec Philippe. Votre bois, vous l'utilisez dans des architectures qui peuvent être des architectures de grande hauteur. Exactement, oui. On a livré l'année dernière un R+11, c'est-à-dire 11 niveaux de structure bois intégralement en bois, avec la cage d'escalier qui est en bois, la cage d'ascenseur. Même la cage. Ouais, la cage d'ascenseur aussi qui est en bois, pas l'ascenseur, hein, je vous rassure, juste la cage. Très beau, un ascenseur en bois. Sans dévoiler, donc à Saint-Dié, vous avez le premier bâtiment en grande hauteur bois en France qui a été construit donc, en fin 2014, qu'on a construit fin 2014, qui est 8 étages bois, isolé en paille et labellisé passif, c'est-à-dire très 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 peu énergivore. Pour donner un exemple, 15 € pour faire 100% du chauffage, 100% de l'eau chaude sanitaire, 100% de la ventilation et de l'entretien par logement, par mois. Donc un immeuble passif parfait, c'est un immeuble qui ne dépense aucune énergie pour s'auto-entretenir. Voilà, le moins possible. Et du coup, ça ouvre la possibilité d'utiliser des énergies renouvelables, qui sont réellement renouvelables, puisque utilisées avec parcimonie. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Et on arrive, quand on construit comme ça des structures importantes en bois, il y a des architectes aujourd'hui qui font des immeubles de hauteur notable en bois, mais qui assez souvent ont des soubassements béton, des cages d'escalier béton, etc. Est-ce qu'on arrive à, quand on est architecte dans les Vosges, à trouver des bois
qui soit à 100% issu d'un milieu proche, ou est-ce qu'on est obligé aussi d'importer des matériaux? C'est vraiment la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut créer le marché pour que la construction bois puisse se développer, pour que les fournisseurs puissent développer des productions industrielles, parce qu'on en est au stade industriel quand on construit des bâtiments de cette dimension-là. Et donc oui, à cette question, on peut trouver, c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'investissement. Des fois, il faut y renoncer, en se disant la technologie n'est pas encore aboutie en France. Est-ce qu'elle existe en Europe? Oui, donc on prend un peu plus loin en Europe, mais en se disant que ça ouvre la possibilité, dans tous les cas, de construire très bientôt avec du bois français, avec du bois local, et surtout en travaillant avec des entreprises locales, d'où le low-tech. Le low-tech, il ouvre la possibilité à tout le monde, et donc en particulier à ceux qui sont sur site, les locaux, avec des techniques constructives simples, de pouvoir participer à des projets de très haut niveau. Voilà, ce que vous appelez la basse technologie, le low-tech, ça n'est pas des immeubles frustes, de faible qualité en termes de conception, mais ce sont des immeubles dont les techniques constructives permettent à un grand nombre d'entreprises de les réaliser, alors qu'une partie de l'architecture de ces 30 ou 40 ou 50 dernières années, celles promues par les villes globales, les villes mondiales, les métropoles, sont des architectures qui en quelque sorte sont tellement complexes à construire que très peu d'entreprises peuvent véritablement assumer la technologie nécessaire pour cette construction. Et très peu d'entreprises sont capables d'en faire la maintenance, ce qui pose de sacrées questions sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on se retrouve régulièrement avec des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation qui se montent l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont des régulations séparées. Et vraiment, le low-tech, c'est la pérennité. C'est-à-dire que finalement, construire de façon frugale aujourd'hui, pour consommer très peu, c'est très bien, mais il faut vraiment le faire de façon frugale pour l'avenir. C'est-à-dire le coût, il y a deux impacts environnementaux de la construction. Il y a le coût de la construction, coût environnemental, c'est-à-dire de toute façon, quoi qu'on fasse, quand on construit, on va impacter. L'objectif, c'est d'impacter le minimum en utilisant le mieux possible les matériaux qu'on a sous la main, et après, en ayant des bâtiments qui vont consommer le moins possible et qui vont être le plus facile à maintenir possible. Ça veut dire, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qu'un des paris que vous faites, c'est que non seulement dans ce type de bâtiment, la construction est plus agréable, l'ambiance du chantier est meilleure, on pourrait même dire qu'il y a une sorte de contentement, de satisfaction de la part et de l'architecte et des opérateurs de la construction de se lancer dans ce chantier, mais qu'au bout du compte, les résidents, eux aussi, trouvent un surcroît de satisfaction à être dans ce type d'immeubles et de ce type d'appartements. Très, très important. Et on a des gens qui finalement ont fait beaucoup de logements sociaux, des gens qui n'ont rien demandé à personne, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans des bâtiments entre guillemets écolos, sans avoir rien demandé à personne et peut-être projetés vers un peu d'inconnu. Et finalement, on se rend compte que ça génère des comportements éco-citoyens de façon très naturelle et très simple. Et ça vient de l'association économie, confort, écologie. C'est-à-dire que quand on arrive à associer ces trois données-là, que ce n'est pas de l'écologie punitive, c'est-à-dire que ce n'est pas juste faites ça, faites ça, faites ça, et ça sera mieux, c'est vous faites comme ça, vous serez bien, vous consommerez très très peu, donc payerez très très peu, et du coup, vous serez écologique. Oui, on y reviendra sur les coûts de construction, puisque évidemment c'est une modalité fondamentale. Philippe Simet, qu'est-ce que ça t'inspire ça? Parce qu'il y a aussi quelque chose, on a commencé à le dire en discutant, qui est très flagrante dans ton travail, c'est cette insistance justement sur la variété des habitations. Et en écoutant Antoine, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire une revendication pour une architecture qui soit sinon vernaculaire, locale, parce qu'en fait l'utilisation de la paille n'est pas forcément très habituelle, la manière dont on l'utilise, l'utilisation du bois pour des grandes structures n'est pas forcément si habituelle que ça, mais d'une architecture qui soit spécifique, c'est-à-dire qui ait sa qualité propre, qui soit reconnaissable, qui ne soit pas identique à ce qu'on peut trouver partout. Et toi, cette idée de la variété et de l'importance de la relation au lieu, c'est quelque chose qui te paraît tout à fait essentiel à mettre en avant. Je crois qu'une bonne architecture, c'est celle qui va articuler
des ressources qui sont des ressources locales, des savoir-faire locaux, une main-d'œuvre locale en fonction des contraintes topographiques ou climatiques. Et donc, quand on est dans cette articulation de ces différentes dimensions, il y a une forme de justesse qui est à la fois constructive et culturelle, mais qui renvoie aussi à des modèles économiques et environnementaux qui sont viables. Et tout ce qu'a dit Antoine, les différentes dimensions qui sont associées aujourd'hui à la construction avec des matériaux biosourcés et dans une démarche plutôt low-tech, ça montre la nécessité de changer quand même de représentation sur ces pratiques-là. C'est-à-dire aujourd'hui, la construction, enfin, moi je m'intéresse beaucoup aussi à la construction paille, bon, c'est intéressant de voir tout ce que ça véhicule dans les imaginaires de façon encore très puérile et très négative. On dit, ah ben, c'est pas solide. La maison des petits cochons. La maison des petits cochons, la résistance au feu, voilà. Mais non, pas du tout. En fait, c'est des matériaux qui sont hyper performants. On voit qu'on peut faire des bâtiments de grande hauteur. On voit qu'on peut être dans une esthétique qui est une esthétique très contemporaine. Donc, il peut y avoir un retour du vernaculaire au sens de... Définis peut-être le vernaculaire. Oui, le vernaculaire, c'est-à-dire toutes les démarches, enfin les pratiques traditionnelles de construction sans auteur, qui ne sont pas liées à l'architecture savante, voilà, architecture, comme on disait, avec un grand A, c'est-à-dire toutes celles qu'on trouve dans les campagnes, mais qui partaient finalement des savoir-faire, des matériaux et des contextes locaux. Donc on peut repartir de cette démarche-là pour faire une architecture pleinement contemporaine dans son esthétique, frugale dans sa consommation de matériaux, dans ses émissions de gaz à effet de serre, dans les dépenses énergétiques, et surtout, ce que disait Antoine et qui pour moi est une chose absolument fondamentale, la qualité, non seulement pour les habitants, hein, mais aussi de ce qui se passe sur les chantiers. Les chantiers de construction en paille, moi j'en ai suivi plusieurs, ça se fait souvent par exemple avec des entreprises d'insertion. Donc déjà socialement, il se passe quelque chose de très riche sur le chantier. Et puis l'architecte, il ne peut pas avoir une position comme ça, top-down, de donneur d'ordre. Il ne peut pas être dans son bureau à dessiner un truc et puis livrer le bâtiment. On travaille de façon beaucoup plus horizontale avec les différents acteurs du bâtiment. On est conscient des filières. Et une filière, c'est non seulement des acteurs qui sont ensemble, mais une filière, elle est toujours territorialisée. Donc à un moment donné, vous savez ce qui se passe autour de chez vous, c'est quand même assez utile. Et voilà, vous travaillez de façon plus horizontale. Je pense que pour les architectes, il y a des enjeux quand même de redescendre un petit peu du piédestal et puis voilà, de travailler. Donc c'est une façon aussi plus riche de pratiquer son métier. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est pas simplement les coûts, enfin les bénéfices environnementaux de façon abstraite. C'est intéressant dans les façons de travailler et de partager une culture spatiale finalement qu'on a tous en commun. Voilà, qu'on a tous en commun. Mais Antoine, une question qui me vient à l'esprit, c'est que dans un pays comme la France, ne prenons que ce cas-là. Bon, la France, comme vous le savez, n'est pas un pays sous-administré, hein, donc nous ne manquons pas de système normatif, comme vous l'avez remarqué, et de plus en plus. Et donc, en ce qui concerne la construction, le système de normes et de règles constructives est absolument terrifiant, c'est-à-dire que ça demande une maîtrise technique. Je ne parle même pas du code de l'urbanisme. Personne aujourd'hui n'est capable de maîtriser seul le code de l'urbanisme parce qu'il y a plus de 30 000 pages. Donc personne ne sait, il faut payer des juristes spécialisés pour arriver des fois à répondre à des questions tout à fait simples. Comment fait-on quand on utilise par exemple le bois sur des grandes structures, y compris des structures porteuses de grande hauteur? Quand on utilise la paille, je pense que vous l'utilisez plutôt comme matériau, en particulier d'isolation, mais on a des exemples, Philippe en sait quelque chose, on a des exemples de construction en paille porteuse. Dans la région Rhône-Alpes, à laquelle j'appartiens, il y a un grand courant, presque une tradition de redécouverte de l'architecture de terre, hein, un matériau qui s'appelle le pisé, hein, qui est un matériau dont on redécouvre les vertus en matière d'approche bioclimatique. Ça isole très bien et du froid et de la chaleur. C'est peu coûteux en matériaux, c'est très traçable.
mais on s'aperçoit aussi qu'on est capable de faire des constructions porteuses en terre de très très grande ampleur. Mais tout ça se heurte quand même à du réglementaire. Comment fait-on pour convaincre? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous êtes dans une petite commune française, une petite agglo, dans une zone qui est celle des Vosges. Comment faites-vous pour convaincre? Alors, on a la chance, effectivement, d'être dans une petite commune, dans une petite agglo, et au milieu des Vosges. Et surtout, ça part de l'humain. C'est-à-dire que c'est la constitution. Philippe disait tout à l'heure, les architectes redescendent de leur piédestal. La façon de travailler n'a rien à voir avec celle du siècle passé, où l'architecte était un petit peu dans sa tour d'ivoire. Moi, tout seul, j'y arriverai pas. S'il n'y a pas une équipe qui m'entoure, c'est-à-dire si on n'a pas des bureaux d'études, des économistes, qu'on embarque avec nous dès les premières esquisses, on n'y arrive pas. Parce que c'est trop complexe, le millefeuille est trop complexe. Et de la même manière, si on n'a pas de maître d'ouvrage, donc de clients, donneurs d'ordre public, ici en particulier le Toit Vosgien, un syndic qui est très dynamique, on ne peut pas faire. Parce que l'opérateur de logement social. C'est ça. Si on va se confronter finalement à des règles, et il faut que tout le monde croit qu'on peut dépasser ces règles-là ou qu'on peut faire différemment. Alors après, le deuxième point, c'est de faire simple. La simplicité va aider parce que finalement, si on rentre dans le technoscientisme, à se dire on va y arriver, mais attention, on fait ceci, cela, etc., tout le monde va perdre le fil et finalement, on va faire quelque chose de trop complexe qui ne pourra pas se réaliser et pour lequel on ne pourra pas convaincre. Et je pense que ces deux données-là, l'humain, c'est-à-dire l'échange, monter le projet avec les gens, pas contre les gens, surtout pas. Mais je voudrais revenir sur cette histoire de low-tech, parce qu'en fait, c'est l'expression qui me chagrine un peu, parce que là, je peux sortir de ma fonction de simplement animateur. C'est l'expression qui me chagrine un peu, parce que tout ce que vous décrivez, et tout le parti pris de votre architecture, je le reprends, bioclimatisme, réflexion sur la qualité de l'enveloppe du bâtiment, réflexion sur la récupération des énergies, réflexion sur l'utilisation des énergies renouvelables. Bien sûr, vous voulez aboutir à un chantier dont les techniques de mise en œuvre restent simples et maîtrisées, mais tout cela procède d'une démarche qui intègre la complexité de l'acte de conception et qui peut-être renvoie à deux choses sur lesquelles je voudrais vous interroger. Vous dites que l'architecte sort de sa tour d'ivoire, c'est tant mieux, mais l'architecte aussi devient l'animateur d'un collectif, c'est-à-dire c'est aussi un travail collectif. Et puis deuxième chose, plus que low-tech, est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre l'expression d'un professeur de neurophysiologie au Collège de France, Alain Berthoz, qui est un des grands scientifiques des années 1980-2000 de découverte des fonctionnements du cerveau. Il a inventé un concept. Je vais vous le donner parce qu'il me plaît bien ce concept. Il a écrit un livre chez Odile Jacob qui portait ce titre. Il a inventé le concept de la simplexité. Simplexité, c'est-à-dire comment, en tenant compte de la complexité du cerveau pour lui, hein, qu'est-ce qu'il y a de plus complexe qu'un cerveau, comment, en tenant compte de la complexité du cerveau, arriver à mettre en œuvre des explications et des investigations scientifiques qui soient suffisamment simples pour être maîtrisables. Et pour lui, la simplexité, c'était l'activité simple qui correspondait à la complexité. Et en vous écoutant, plus que de low-tech, j'ai l'impression qu'on est dans une démarche de simplexité constructive. On va l'adopter. Merci. Oui, la simplexité, effectivement. Quand on parle de low-tech, c'est sur la construction elle-même. Évidemment, enfin, pour nous, tout ce qui va avant, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, beaucoup d'échanges, beaucoup de travail, beaucoup d'outils de projection, notamment d'outils numériques, qui permettent de se projeter dans le temps, de définir des constructions. Quand on parle de construction bois, on parle beaucoup de préfabrication aussi, donc d'où aussi le confort pour les gens de travailler en atelier. Mais préfabrication demande finalement en amont beaucoup de travail, notamment sur le numérique. C'est-à-dire que quand un chantier démarre, rarement on va aller sur le chantier pour changer quelque chose sur les plans. C'est-à-dire que tout a été défini très en amont de façon quasi virtuelle, puisque dans la partie numérique. Donc il y a beaucoup effectivement de matière grise avant de commencer une construction low-tech.
Et il y a beaucoup de matières grises, j'imagine aussi, en matière de construction du modèle économique de ce type d'architecture. Parce que j'imagine que c'est souvent quelque chose qu'on vous oppose ou qu'on vous opposez ou qu'on rétorquait à vos propositions. Bah oui, c'est très bien ce que vous proposez, cher architecte, mais tout ça va coûter trop cher, tout ça est hors de portée. Comment se construit le modèle économique aussi de ça? Alors justement, avec des bailleurs sociaux qui ont des investissements sur une quarantaine d'années, c'est vrai que avec des prêts à 30 ou 40 ans, c'est beaucoup plus facile de raisonner sur le long terme et puis de se dire, donc du coup, le bâtiment va mieux se comporter. Donc finalement, on investit un peu plus au départ pour gagner beaucoup plus finalement à moyen et long terme. Donc je pense que c'est ça, ça se construit aussi dans le temps. Quand on est dans l'immédiateté permanente, il y a un stress qui se crée et de toute façon, cette immédiateté ne va pas permettre de donner les conditions économiques et de voir à long terme. La projection à court terme est toujours très mauvaise en construction. Avant que Philippe ne prenne la parole, puisque je te vois bouillir, cher Philippe, ça veut dire que pour l'instant, vos constructions ont toujours un léger surcoût par rapport à de la construction standard? Oui, ça serait le surcoût du bioclimatisme. Ce serait intéressant de définir le standard. Si le standard, c'est de faire en sorte de coller au strict minimum de ce que les règles de construction nous imposent, oui, évidemment. Sauf que le standard, est-ce qu'on considère que le strict minimum imposé par les règles donne un confort de vie? Moi, je pense pas. Je pense que c'est pas ce qu'on doit rechercher. Donc, à qualité équivalente, aujourd'hui, construire en biosourcé ou construire un bâtiment passif coûte sensiblement la même chose qu'un bâtiment classique si vous y mettez les mêmes objectifs. Ça veut dire qu'on pourrait faire ça partout? On pourrait faire ça partout, ça nécessite simplement qu'il y ait des envies, et ça arrive, hein, c'est vraiment, ça se multiplie. Enfin, pour moi, je suis assez optimiste. Philippe, tu voulais Oui, je voulais réagir. rebondir parce que je trouve qu'il y a des questions qui sont vraiment essentielles sur ces points-là. Aujourd'hui, toutes les agences qui expérimentent d'autres façons de travailler et dans le bio et le géosourcé, mais aussi dans des montages qui incluent ou qui portent sur la dimension sociale de la production architecturale, elles reposent sur des modèles économiques qui sont souvent assez précaires. Et il y a une difficulté à faire reconnaître comme de l'innovation quelque chose. Voilà, quand on dit low-tech, on ne pense pas qu'il y a de l'innovation du côté du low-tech. Et donc, comment obtenir des financements, par exemple, de recherche, alors que quand on est du côté du high-tech, c'est évident et que les sous arrivent tout de suite. On est aussi confronté à des freins assurantiels qui sont quand même très forts parce que dès qu'on sort... Explique un peu, s'il te plaît. C'est-à-dire que dès qu'on dit on va construire en terre, les assureurs, c'est compliqué. On va construire en paille, voilà. Et donc, ils craignent que ça ne marche pas. Moi, je travaille beaucoup sur les questions de réemploi. Et donc, on est systématiquement battu parce que quand on dit que finalement, un produit, quand on a démonté un bâtiment, qu'on a récupéré un certain nombre de produits, il peut avoir une deuxième ou une troisième vie. Vous avez toujours quelqu'un en face qui vous dit mais non, en fait, sa vie, elle est moins bien que quelque chose qui vient de sortir d'usine à grands frais. Donc, le réemploi, c'est la réutilisation dans un projet nouveau de matériaux de construction déjà utilisés dans un projet ancien. Voilà, pour éviter, si vous voulez, la production de déchets et la consommation d'énergie. Donc, on est face quand même, je trouve, à des freins qui sont encore nombreux. Et Michel, je voudrais te poser une question plus large, parce qu'on voit bien que aujourd'hui, finalement, les changements climatiques que tu as évoqué tout à l'heure avec tous les dérèglements qui vont avec, nous conduisent à avoir des approches de plus en plus sécuritaires. C'est-à-dire, toi qui as une vision quand même très nourrie des processus de métropolisation, de transformation des métropoles du monde, l'architecture tend quand même un peu à se bunkériser, au lieu de s'ouvrir finalement à la diversité des contextes, des climats. Voilà, on est dans des logiques de protection, et qui dit protection dit aujourd'hui plus de technologie, plus de logique assurantielle, etc. Comment on fait pour... Est-ce qu'on peut sortir de ça ? Antoine, je me vois obligé de répondre à cette question et ensuite je vous redonnerai la parole.
Oui, tu as raison, c'est une question qui doit nous inquiéter. Pour aller vite, je dirais que nous sommes devant un choix, une alternative. Alors, là, je simplifie, je ne simplexifie pas, je simplifie. Je vous prie de m'en excuser, mais pour aller vite. Nous sommes devant un choix où, face justement à cette menace sur l'habitabilité, nous pourrions choisir le choix de sécuriser toujours plus nos unités d'habitation, le choix de la bulle sécuritaire. Avez-vous remarqué à quel point depuis 50 ans, dans le monde entier, les villes se sont développées à partir de bulles sécuritaires, c'est-à-dire d'immeubles clos, de boîtes closes. Tout devient une boîte fermée. Les shopping malls, les gratte-ciel, les hôtels, les parcs de loisirs, les golfs, les aéroports, les habitats eux-mêmes. Philippe, tu te souviens, tu es un peu plus jeune que moi, et je ne suis pas parisien, mais je me souviens qu'en tant que jeune provincial découvrant Paris dans les années 70, tous les immeubles étaient ouverts et les cours intérieures étaient accessibles. N'est-ce pas? On pouvait pénétrer à l'intérieur des cours, ne serait-ce que parce qu'il y avait des activités dans les cours. Aujourd'hui, essayer de faire ça dans un certain nombre de quartiers parisiens, je vous souhaite bien du courage, puisqu'il y a 1, 2, 3 sas. Donc, nous avons sécurisé à la fois les conceptions, les constructions et les résultats du processus. Et il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui continuent de dire, face à la menace, mais alors attention, des fois avec des menaces qui sont d'ailleurs pas seulement des menaces climatiques, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sécurisent pour se protéger de la menace sociale, entre guillemets, c'est-à-dire pour refuser d'être avec d'autres. Ça s'appelle les modèles ségrégationnistes. On construit des communautés fermées, les fameuses gated communities, avec des grilles, des sas, des gardiens, des caméras vidéo. Alors, ce n'est pas un truc d'États-Unis, hein. Il suffit d'aller dans le sud de la France. Vous croisez autour de Fréjus, par exemple, vous avez, on a regardé ça récemment, vous avez énormément de communautés fermées, avec des grilles, une caméra vidéo tous les 20 mètres. C'est vraiment un modèle très sécuritaire. Et là, je ne pense pas qu'on veuille se protéger des aléas climatiques, hein. J'ai plutôt l'impression que c'est l'entre-soi qui l'emporte. Et d'ailleurs, vous avez aujourd'hui des super riches qui disent, mais face aux aléas climatiques, on va construire des bulles encore plus sécurisées, des sortes d'îlots. D'ailleurs, même avec le fantasme, vous savez, de certaines villes sous cloche qui ont été conçues, notamment au Koweït, aux Émirats ou également en Corée. Hein, donc tout est sous cloche. Alors ça, c'est un modèle, ce que j'appelle le modèle sous cloche. Et puis il y aurait un autre modèle, et c'est là-dessus peut-être aussi que je voudrais vous faire réagir, qui serait ce que j'appelle le modèle de l'habitat hospitalier, de l'hospitalité, de l'ouverture. C'est-à-dire comment organiser nos abris, parce que l'être humain a besoin de s'abriter. Nous ne pouvons pas vivre dehors tout le temps. Nous sommes obligés d'organiser nos abris. Nous avons besoin de cela. C'est d'ailleurs une fragilité qui est très touchante, qui est très stimulante, n'est-ce pas? Comment nous abriter, comment permettre d'abriter aussi notre vie sociale en conservant la vertu d'hospitalité, de traversée, d'accueil de nos abris. Et moi, aujourd'hui, souvent, alors avec ma manière un peu lyrique, je dis, voilà, nous sommes devant un choix. Toujours plus de sécurité ou un peu plus d'hospitalité. Et je vous assure que selon la décision qu'on prend et où qu'on place le curseur, parce que peut-être qu'il faut combiner les deux, hein, d'accord ? Eh bien, on ne crée pas la même société parce qu'on ne va pas créer le même habitat. Et toi, tu l'as vu dans tes reportages. Ce qui est frappant quand on regarde tes reportages, c'est l'importance de l'hospitalité. La capacité, Thierry Pacaud, avec lequel tu discutais hier, à réhabiliter le vieux mot français d'accueillance. La capacité d'accueillance, c'est-à-dire pas simplement de l'accueil, le service de l'accueil, mais la capacité d'un abri, d'une construction à accueillir. Et ça, je pense que c'est aussi une vraie question pour les architectes, Antoine. C'est-à-dire comment faire de son bâtiment un lieu, quelque chose qui soit propice à l'accueil, à l'hospitalité. Une hospitalité pas forcément aux étrangers ou aux gens qu'on ne connaît pas, ça peut le faire, mais aussi une hospitalité tout simplement aux résidents.
parce que nous avons connu beaucoup d'architectes qui ont créé des logements qui étaient inhospitaliers. Enfin, je ne sais, on peut dire du mal de Le Corbusier? Non, on ne dit pas de mal de Le Corbusier, pardon, ici, surtout, non, pas ici, surtout qu'il y a une expo dans le musée. Disons, donc, certains architectes du mouvement moderne, ayant un cabanon au bord de la mer, nous ont parfois produit des architectures extrêmement spectaculaires au plan de la rationalité, mais pas forcément très hospitalières. Vous voyez bien, l'hospitalité, ça commence par soi en tant que résident. Comment vous traitez cette question de l'hospitalité, de l'accueil, de l'aménité, ce qu'on appelle parfois le confort, le bien-être? Je pense que c'est une vraie question de fond de l'architecture. Effectivement, le Corbusier n'était pas tout seul hein, dans ses projets. Et si pour lui, il avait effectivement un petit cabanon, je pense que ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est la façon dont les projets se réalisent. Tous les acteurs qui sont autour sont importants, même si effectivement le rôle de l'architecte, en tant un peu que chef d'orchestre, d'organiser tout ça, a aussi un rôle prépondérant sur finalement le déroulement. Alors la formation en école d'architecture, en France en tout cas, elle a quand même toujours été axée sur la construction d'espace, et finalement au sens général, c'est-à-dire avec tous les sens que cela peut avoir. Et donc je pense que par rapport à ça, de partir toujours de comment les gens vont s'approprier, comment ils vont faire société finalement en habitant les lieux, que ce soit dans des bureaux, dans des logements individuels ou des logements collectifs. La question aussi, là, sur un immeuble collectif par exemple, dans ta région, on est en train de faire un projet de 9 étages en bois à Grenoble, et on a gagné ce concours-là parce qu'on a travaillé sur comment les gens partagent l'espace collectif, c'est-à-dire comment ils vont utiliser les escaliers, les ascenseurs. Et en fait, on avait un programme qui était 2 bâtiments avec chacun leur cage d'escalier, leur cage d'ascenseur qui était au centre. Et on a juste écarté les deux, mis une cage d'escalier centrale avec une cage d'ascenseur centrale ouverte sur le paysage, puisque Grenoble a l'avantage d'avoir finalement un paysage montagnard qui est très très fort, qui permettait à chacun finalement de voir et de privilégier les escaliers plutôt que l'ascenseur, en scénarisant finalement l'accès au logement et en scénarisant cet espace partagé. Et je pense que c'est là-dedans qu'on a un rôle à jouer. Alors le bâtiment lui-même va être justement très convivial avec d'autres parties qui vont être des jardins partagés, mais cette circulation centrale, cet élément partagé, cette rue finalement verticale, et c'est la colonne vertébrale du projet. Et c'est aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir trouver son intimité chez lui, quand il est chez lui, trouver son refuge, son abri, comme tu disais, mais une fois qu'il va se connecter avec les autres logements, il doit pouvoir faire immeuble, quartier, ville, et collectivité. C'est-à-dire que ce que tu nous dis et qui est très encourageant, hein, voilà, ça déplombe l'atmosphère, c'est que la contrainte bioclimatique ou environnementale, qui pourrait être conçue simplement comme une contrainte normative de plus, n'est-ce pas? La contrainte, c'est aussi l'occasion de réinventer un mode de cohabitation qui soit plus épanouissant, plus juste, plus enrichissant pour certains. Une coexistence qui ne soit pas seulement pacifique, mais qui soit aussi constructive. C'est-à-dire de revenir, tu as employé le mot convivialité. Là aussi, ce que ces questions intéressent, il existe aujourd'hui un courant philosophique de philosophie politique très intéressant qui s'appelle le convivialisme, qui vient de publier le second manifeste convivialiste aux éditions Actes Sud, c'est-à-dire des philosophes qui essayent de développer un modèle de société fondé sur la convivialité, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire la possibilité de vivre dans une relation à autrui qui soit constructive et enrichissante. Et là, on a l'impression que c'est exactement ce que tu proposes, c'est-à-dire c'est une architecture qui part de la contrainte environnementale et bioclimatique, mais pour apporter une nouvelle manière de concevoir la cohabitation.
C'est exactement ça. En fait, la conception au sens général, hein, que ce soit architecturale ou autre, elle se nourrit quand même beaucoup des contraintes. Et c'est finalement une bonne conception, c'est d'essayer de transformer une contrainte en qualité. Et si on considère en permanence que le climat est une contrainte et qu'on n'arrive pas à en tirer finalement les enseignements et que finalement on n'arrive pas avec les outils de notre époque, avec les données de notre époque, à construire une autre architecture, eh ben on va faire des erreurs. Une dernière question avant de vous laisser la parole, cher public. Et c'est la discussion que nous avons avec Antoine qui me fait la poser à Philippe Simet. Dans tout ton travail, tu insistes beaucoup, et tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, sur le fait que habiter, c'est aussi quelque chose qui renvoie à une capacité humaine fondamentale, qui est la capacité de raconter des histoires. Sans doute est-ce ta formation de philosophe qui a attiré ton attention sur ça, c'est-à-dire on habite aussi beaucoup en parlant, et on habite notamment aussi beaucoup en racontant des histoires de lieux, des histoires d'ancêtres, des histoires d'environnement, des histoires de nature, des histoires de relations de soi avec les autres, y compris parfois avec les non-humains, avec les animaux, avec la forêt, avec les végétaux, avec les éléments, avec le climat, avec le soleil. On raconte des histoires. Et là où je veux en venir, tu vois d'ailleurs à peu près où je veux en venir, c'est qu'on peut se dire que face aux questions environnementales, il y a un enjeu décisif qui est de raconter d'autres histoires que celles qu'on a voulu nous raconter exclusivement depuis 50 ans avec le discours de la métropolisation dominante, c'est-à-dire d'enrichir notre répertoire d'histoires qu'on peut raconter sur nos manières d'habiter. Quand on regarde la série Habiter le monde, quand on lit ton livre, on a l'impression qu'il y a une multiplicité de manières de raconter l'habitation humaine, et pas simplement celle qui consiste à dire on construit à béton, on construit des immeubles de grande hauteur, on construit des centres commerciaux dans des grandes métropoles, toujours les mêmes, toujours de la même façon. Et ne vous y trompez pas, cette norme-là, elle fait souffrir tout le monde, y compris les habitants des grandes métropoles, hein. Tous les débats qui essayent d'opposer les métropolitains à ceux qui ne sont pas métropolitains sont des débats qui se trompent de cible. Les premières victimes de la standardisation de la métropole, ce sont les habitants des métropoles. Et donc, il y aurait un enjeu de savoir raconter d'autres histoires. Oui, je pense que c'est essentiel aujourd'hui d'arriver à trouver des mots pour imaginer ce que pourrait devenir l'architecture, pour imaginer, renouveler les imaginaires, pluraliser les imaginaires, pour concevoir d'autres façons d'habiter. Et ça me permet de rebondir sur la discussion qu'on avait juste avant sur la question de l'hospitalité. C'est vrai que moi j'essaye de mettre en mots maintenant une autre définition de l'habiter. Pour moi, c'est moins une façon d'occuper l'espace ou de revendiquer une place comme étant la sienne. Voilà, ce lieu, c'est le mien, cette place, c'est la mienne. Voilà, dans un monde où les places deviennent de plus en plus précaires, pour moi, c'est une définition qui est intenable. Et habiter, c'est plutôt apprendre à partager l'espace. Voilà. Donc apprendre à partager l'espace, ça veut dire accueillir, ça veut dire voilà. Mais avec qui on le partage? Alors bien sûr avec les autres êtres humains, mais aussi peut-être avec les non-humains. C'est difficile de rester, je trouve, dans une position anthropocentrée de l'architecture, comme si on était les maîtres et possesseurs de la nature, comme si on était au centre de tout, alors qu'on voit bien justement les effets de nos actions. Et ce qui m'intéresse dans les matériaux bio et géosourcés, c'est qu'avant d'être des matériaux, ce sont des êtres vivants. Si vous construisez avec du bois, ben, avant d'être un matériau de construction, c'est un arbre. C'est un existant à part entière. Quel type de relation vous avez avec lui au moment où vous le mobilisez? Et si vous le considérez comme une ressource, c'est aussi une ressource pour des champignons, c'est aussi une ressource pour des oiseaux, c'est aussi une ressource pour des vers qui sont en train de le manger. Voilà, donc on peut se penser comme des bons gestionnaires de la ressource, et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, d'être plus responsable sur nos consommations de matières premières, mais on est des gestionnaires de ressources qui ne nous appartiennent pas en propre. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Et donc, comment on peut penser des façons d'habiter qui vont être respectueuses de ces ressources, qu'on est plusieurs à revendiquer comme les nôtres,
et beaucoup de non-humains le font de façon silencieuse, mais néanmoins manifeste, et notamment en mourant devant nos yeux. Voilà, quel est le récit et l'imaginaire qu'on va pouvoir partager pour vivre de façon plus juste? Bravo, bravo. Mais je voyais qu'Antoine était dans l'écoute de ce que tu disais et que ça a provoqué chez lui un acquiescement lorsque tu disais, Philippe, que la poutre de bois qu'on utilise dans la construction, avant d'être matériau de construction, elle était un arbre. Et donc, Antoine, pour être architecte, comme tu l'es avec tes confrères, ça veut dire qu'il faut aussi porter attention à cette chaîne, à ce processus qui mène de l'arbre au matériau, du matériau au déchet. Oui, je pense que c'est mieux effectivement d'aimer les matériaux et les outils avec lesquels on travaille. Il y a de fortes chances qu'on ait des résultats qui soient plus intéressants. Le construire, par exemple, je vais donner la mauvaise définition de ce que pourrait être construire écolo, qui serait de se dire on fait un petit chalet tout en bois au fin fond de la forêt et on chauffe avec du bois. Le problème, c'est que si on est obligé de créer une route uniquement pour aller accéder à ce chalet-là, qu'on utilise beaucoup de bois pour le construire et qu'en plus de ça, pour le chauffer, on utilise beaucoup de bois, et ben, c'est pas du tout un raisonnement pérenne. C'est un raisonnement à court terme et en plus, on fait pas société. Donc l'usage finalement raisonné, c'est-à-dire le respect, ce que disait Philippe, c'est respecter la matière première. Oui, on utilise du bois, mais attention, oui, dès qu'on le fait, à la première planche, on a un impact environnemental. Donc, en être conscient. Ça n'efface pas. C'est pas parce qu'on construit en bois qu'on va effacer. De toute façon, on construit. Donc, on va impacter. Donc, c'est important d'être responsable. Mais tout en étant responsable, je crois qu'on peut être heureux. On peut vraiment vivre une frugalité heureuse et le construire bioclimatique, construire et biosourcé, ça peut être sexy, ça peut être quelque chose de très très agréable à vivre et je pense que même ça doit faire la ville de demain et la société de demain. Merci beaucoup Antoine. Alors nous avons des micros dans la salle et il suffit que vous leviez la main et on vous donnera ce micro. Et vous pourrez poser vos questions. Oui, monsieur, je vous en prie. Oui, alors je vous remercie. Vous venez beaucoup parler d'histoire, raconter, etc. Je ne voudrais pas avoir l'air de remettre en question la qualité des échanges et de tout ce que vous nous avez dit, mais la conférence, elle s'appelait « De l'igloo au gratte-ciel ». Et je serais curieux que vous me racontiez l'histoire des Islandais, des îles Westman qui étaient dans le programme. Merci pour cette belle histoire. Alors... Bon, pour aller assez vite, donc les îles Westman, c'est des îles islandaises et il y a eu une éruption volcanique qui a détruit la moitié de l'île. Alors il y a beaucoup d'habitants qui sont partis, mais d'autres qui sont restés là. Donc ça m'intéressait de comprendre pourquoi ils restaient, quelle était leur perception des risques. Et bon, d'abord, j'ai vu deux choses. J'ai vu qu'ils habitaient plus l'île dans son ensemble que leur maison, qui n'était pas d'ailleurs de qualité ou de facture ou d'esthétique très intéressante. Mais quand ils parlaient de leur manière d'habiter, c'était sur l'île dans son ensemble. Et ils n'avaient pas une perception des risques qu'on partage ici. Hein. Ils disaient finalement ces aléas de la nature, vivre avec, c'est aussi comprendre ce qu'elle est, c'est aussi être en résonance avec ce qu'elle est, et au lieu d'essayer de s'en protéger, plutôt vivre dans quelque chose que nous, on considérait comme une forme d'instabilité. Mais à un moment, je discutais avec quelqu'un, il me dit, mais tu dis instabilité de la nature, mais c'est beaucoup moins instable que le monde économique et politique dans lequel on vit, qui est beaucoup plus effrayant. Donc ça, c'est intéressant pour savoir comment on peut vivre justement autrement avec le climat, autrement avec des choses qui nous apparaissent comme des menaces, et voilà, être dans une forme de dialogue ou de résonance avec l'espace dans lequel on se trouve.
Et ce que tu dis, Philippe, à propos du cas de ces îles, d'ailleurs, l'Islande est globalement un pays assez fascinant, puisque si vous voulez trouver un endroit où on peut ressentir physiquement le changement climatique, l'Islande est absolument flagrant, puisqu'on voit les glaciers reculer à vue d'œil. C'est très étonnant, hein. Et les Islandais sont complètement travaillés par ça, et d'ailleurs, comme tu le signalais, comme en plus ils ont subi une banqueroute il y a quelques années en raison de la crise des subprimes, ils en savent long sur l'instabilité aussi des systèmes que nous prétendons être les systèmes de puissance les plus sophistiqués qui soient, c'est-à-dire les systèmes financiers. Donc ils ont été pincés dans ces 10 dernières années par la fragilité liée à l'effondrement d'un système économique, sur lequel ils avaient spéculé d'ailleurs, hein, et la fragilité d'un environnement qui est en pleine mutation. Et la conclusion de ça est quand même un peu inconfortable, et je ne sais pas ce que vous en penserez tous les deux, c'est que peut-être faut-il s'habituer à avoir non seulement des abris hospitaliers, mais aussi des abris plus instables, plus incertains, pas moins sûrs, mais plus incertains que ce que nous avions l'habitude de construire, parce que finalement l'igloo est instable. Le gratte-ciel se prétend inébranlable. La cabane est instable. L'aéroport se prétend inébranlable, indestructible. Toutes les formes vernaculaires sont souvent très ouvertes à l'instabilité, à la reconstruction, à la déconstruction-reconstruction. Toute la forme contemporaine de l'architecture et de l'urbanisme a voulu postuler sur la permanence et la solidité du construit. Donc peut-être qu'il faudrait apprendre à habiter de façon plus instable. Et ça, c'est assez déstabilisant pour le coup, Philippe et Antoine. Bah oui, c'est déstabilisant, mais c'est peut-être aussi une façon d'être en prise avec les choses du monde et de retisser des liens avec elles. Dès qu'on pense que nos positions et nos situations ne sont plus garanties, on est obligé d'observer davantage ce qu'il y a autour de nous. On est obligé de s'interroger sur nos ressources, sur nos appuis, y compris quand on est sur un sol meuble qui glisse sous nos pieds. Donc il y a là aussi une opportunité, non seulement pour penser ce qui nous arrive, mais aussi pour l'apprécier différemment. Antoine, peut-être Oui, je pense qu'il vaut toujours mieux effectivement se confronter à la réalité, c'est-à-dire être objectif et se rendre compte du contexte dans lequel on est, de l'instabilité, c'est-à-dire avoir conscience. Je pense que de toute façon, elle existe, cette instabilité-là. Le fait qu'on soit de passage, le fait que les constructions qu'on édifie ne soient pas éternelles, ça amène aussi forcément une certaine humilité. Oui. Il y a une demande au troisième rang ici. Le micro arrive. Merci. Merci beaucoup pour ces échanges. Alors, au fil des échanges, vous avez évoqué, il y a eu beaucoup de choses, mais il y a notamment cette évocation de l'immédiabilité. L'immédiabilité. Que j'ai trouvé intéressante par rapport à la simplicité, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a cette question du temps qui était en creux dans vos échanges, notamment sur cette conception, cette simplicité dans la conception architecturale, qui, quand vous disiez finalement, si on n'est pas dans l'immédiateté, ben on a peut-être aussi... on ne construit pas plus cher ou moins cher, ou c'est pas plus cher, mais c'est ce rapport au temps, je pense, qui est important. Et par rapport à cette instabilité que vous évoquiez là à l'instant, je pense qu'elle nécessite aussi plus de solidarité, d'une certaine façon. Et ça rejoint aussi la question de l'hospitalité qui a été aussi évoquée.
Merci beaucoup. Pour prolonger votre question sur le temps, je voudrais avoir un peu l'avis d'Antoine sur une proposition faite par un architecte bien connu en France et assez décapant qui s'appelle Patrick Bouchain, qui a beaucoup réfléchi justement sur le recyclage, le réemploi, la sobriété, et qui d'ailleurs avec un paysagiste, Gilles Clément, revendiquait un changement du métier avec un motif assez simple. Je ne vais pas employer les mots trop techniques. Il disait, vous savez, les architectes, on a l'habitude de les féliciter quand on coupe le ruban pour inaugurer une nouvelle construction. Et bien moi, j'ai l'impression que quand on ouvre une nouvelle construction, en réalité, rien n'est terminé et tout commence. Et il militait pour la reconnaissance d'une maîtrise d'usage, c'est-à-dire pour que l'architecte puisse accompagner pendant 15 ans son bâtiment pour voir comment le bâtiment allait justement évoluer avec ce premier temps d'habitation. Et Gilles Clément disait la même chose de ces paysages. Moi, quand je fais un jardin, je saurai si j'ai réussi au bout de 15 ans. Avant, je ne peux rien en dire. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette idée de ne plus être simplement celui qui livre un bâtiment à un temps T, mais celui qui reste aussi dans l'attention, dans le soin du bâtiment qu'on a conçu pour essayer d'observer comment il évolue avec le temps? Ça m'inspire des opportunités merveilleuses, c'est-à-dire finalement on reste aussi dans la notion de territoire, c'est-à-dire que ceci est faisable à partir du moment où on construit sur notre territoire. Et effectivement, quand on se place dans cette perspective-là, on va avoir l'envie dès le départ de faire beaucoup plus attention, d'être beaucoup plus vigilant. Et en fait, quand on livre un bâtiment, alors qu'on coupe le ruban, qu'on coupe pas le ruban, à un moment donné, on lâche le bâtiment, on lâche le projet, et il doit être habité sans qu'on puisse influer dessus. C'est-à-dire ce qui a été imaginé avec nos partenaires, avec souvent les futurs utilisateurs, on va le laisser vivre et puis vivre différemment. Et c'est toujours très très intéressant. Moi, je suis passionné par le fait de retourner voir des logements dans des immeubles qu'on a construits et de voir comment ils sont occupés et comment ils sont occupés différemment de ce qu'on a pensé et quels sont les usages en plus, en moins. Et ça, de laisser vivre finalement l'architecture, c'est naturel. Ça devrait être dans nos gènes d'architectes. Je pense que c'est vraiment très important et très très enrichissant parce qu'on apprend, et toujours dans cette notion de temps aussi, c'est-à-dire de non-immédiateté. Quand on livre un bâtiment, pour nous, grosso modo, au plus court, un projet, c'est au plus court un an de conception, un an de chantier. Souvent, la réalité, c'est 3-4 ans. Donc vous imaginez qu'entre le moment où on a fait la conception et le moment où il est livré, il s'est passé déjà 3-4 ans. Et pour qu'on ait du recul sur nos propres projets, il se passe à peu près le même temps, c'est-à-dire 4-5 ans. Philippe, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, une mini remarque. Je crois que les mots ont leur importance et voilà, ils sont porteurs d'un imaginaire. Le mot livraison, je le trouve assez abject. Bon, avant la livraison, les habitants ne sont pas là. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire de mon beau bâtiment? Voilà, donc on leur livre. Je trouve que voilà, on peut espérer autre chose de l'architecture. Le mot délivrable est encore pire, puisqu'on parle dans des appels d'offres qu'il y a des délivrables, et j'ai toujours entendu dans délivrable quelque chose qui renvoyait à la sortie de prison. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une association d'idées que j'essaye de congédier, mais je n'y parviens pas. Une autre question? Oui, je vous en prie. Bonjour messieurs. J'ai plusieurs questions. La première sur plutôt la métropole, donc plutôt pour Monsieur Lusso. Est-ce que vous considérez que l'échelle de la métropole est une bonne échelle pour le vivre ensemble? Plutôt une question sur le bois, le matériau, pour Monsieur Pagnou. Est-ce que vous considérez qu'on peut utiliser vraiment le bois comme le béton? Donc finalement, vous allez construire des immeubles en bois, mais seul le matériau va changer. On va continuer à vivre comme quand dans notre 20 mètres carrés en béton, et que ce serait juste rajouter un peu une plante pour se rattacher à la nature dans notre immeuble. Et une dernière question plutôt philosophique. Sur est-ce que toutes les idées là que vous présentez aujourd'hui ont eu un impact sur votre manière d'accueillir les gens? Est-ce que maintenant, quand vous rentrez à Paris dans le 19e, vous avez réussi à travers tous vos voyages, vos rencontres, cette envie d'accueillir, cette envie de créer un lieu,
d'accueil, vous avez réussi à changer votre manière d'être? Ah, ça, c'est le spectateur de luxe qui pose une question à chaque invité. Bravo, franchement, respect. Je commence, on va dans l'ordre. Il n'y a pas d'échelle a priori qui soit pertinente ou pas. Voilà, c'est ce que j'essaye de montrer dans tout mon travail. C'est-à-dire il y a ce que j'appelle des échelles consistantes. C'est-à-dire il y a des situations qui imposent un certain ordre de grandeur des phénomènes. Parfois, la métropole peut être trop petite, parfois elle peut être beaucoup trop grande. Parfois, Saint-Dié peut être trop petit, parfois Saint-Dié peut être beaucoup trop grand. Ça dépend vraiment du type de situation de cohabitation qu'on observe. Voyez ? Et l'enjeu devient moins de réfléchir sur une échelle qui serait positive en elle-même. C'est pour ça que moi, les débats sur métropole versus petite ville, en fait, ne m'intéressent pas parce que je trouve que ce ne sont pas des vraies questions. La vraie question, c'est de savoir plutôt comment des individus cohabitent en situation, y compris avec des non-humains, et quelle est l'échelle consistante pour le problème qu'on utilise. Et si on prend cette idée d'échelle consistante, tiens, par exemple, ça peut intervenir dans la pratique de l'architecte. Parce qu'un architecte, par exemple, qui veut construire avec une filière bois locale, qui veut biosourcer ou géosourcer ses matériaux d'isolation, mais qui veut aussi, et ça c'est très très difficile, suivre par exemple les matériaux d'excavation. C'est-à-dire la terre qu'on enlève du sol sur lequel on va construire, pour savoir où ils vont et qu'est-ce qu'ils vont devenir dans le temps. Et bien, regardez bien, simplement un architecte qui fait ça, qu'est-ce qu'il va faire pour produire un espace de cohabitation? Eh bien, il va organiser une échelle consistante de phénomènes. Il va avoir un territoire d'action qui sera le sien, vous voyez ce que je veux dire, et qui sera ni trop petit ni trop grand par rapport à la commune ou au territoire diplomatique, qui sera simplement l'échelle qui convient à l'action qu'il est en train de mener. Et donc, de façon un peu curieuse, moi je dis que ce qu'il faut faire, c'est que chacun d'entre nous, nous redevenions conscients des échelles de territoire que nous activons lorsque nous habitons. Voilà. J'achète un téléphone portable. Quelle est l'échelle de cet acte? Là-dedans, j'ai du lithium qui vient du désert d'Atacama, au Chili, qui est produit par évaporation dans le désert d'Atacama d'eau fossile, c'est-à-dire une eau qui a été constituée dans un climat qui a disparu, qui ne se reconstituera pas. Je suis donc prédateur du lithium dans les eaux fossiles du désert d'Atacama. C'est-à-dire, dès que j'achète un objet comme ça, je me mets en relation d'échelle avec le Chili et le désert d'Atacama. Ah là 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 là, ça veut dire donc que cet acte-là, je dois le penser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas d'échelle a priori qui est intéressante, il y a plutôt des actes d'habitation qui sont porteurs de grandeur territoriale qu'il faut essayer d'intégrer dans nos réflexions pour se dire « mais quelle est ma responsabilité d'habitant dans la crise environnementale aujourd'hui? Quelle est ma responsabilité ? Que dois-je faire ?» Et évidemment, il ne s'agit pas de se dire « arrête tout » parce que c'est tout simplement peut-être impossible, mais au moins commencer à rentrer dans une logique, j'allais même dire une éthique de la responsabilité environnementale. Qu'est-ce qui est juste ? Absolument. Qu'est-ce qui est injuste? Absolument. Qu'est-ce qui est pas terrible, mais je suis quand même obligé de le faire? Voilà. Parce qu'on est tous en train de négocier avec ça en permanence, mais comment négocier si déjà on est dans l'ignorance de l'échelle du territoire qu'on active par son habitation? Vous voyez? Donc votre question est très bonne, et pardon d'avoir répondu trop longuement. Justement, moi je considère plutôt que le citoyen il va agir à sa petite échelle, et pour le lithium, là c'est le rôle des politiques, et donc c'est plus le citoyen qui choisit cette échelle qui peut être conscient. Pas seulement, parce que je crois que ce qui est intéressant, c'est évidemment de considérer qu'une marque de téléphone portable, dont je tairai le nom, mais dont le logo est une pomme croquée, il est évidemment pas du tout question pour moi de dire que je porte le fardeau de l'exploitation du lithium et que cette marque de téléphonie célèbre, plus grosse capitalisation boursière mondiale, n'y est pour rien. Évidemment non. Mais ça veut dire que si je me réapproprie ma responsabilité de cohabitant, ça veut dire que je peux aussi comprendre les manières de faire de la politique pour réaliser un autre type de production. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'intérêt, c'est plutôt par la prise de conscience de l'échelle de mes actes,
faire de moi un acteur politique du renouveau de la cohabitation dans un monde menacé par la crise environnementale. Antoine, peut-être pour ta question. Alors, on a à peu près le même sujet sur le bois. Tout à l'heure, on a parlé du bois local ou du bois européen et la même échelle de responsabilité finalement par rapport à ce qu'on peut trouver va se trouver dans la chaîne de construction. Alors pour répondre précisément à votre question, est-ce qu'on construit pareil en bois qu'en béton? C'est-à-dire est-ce que grosso modo on peut dessiner un bâtiment comme d'habitude et d'un seul coup se dire on va remplacer le béton par du bois et le polystyrène par de la paille? La réponse est non, parce que le processus de conception, le processus de montage finalement de cette opération, de cette construction-là, vont être différents. Et je pense qu'on ne peut pas au dernier moment dire j'ai le choix encore entre telle et telle solution. On n'aura pas du tout, sinon le résultat, il ne sera pas cohérent. C'est-à-dire qu'on aura un bâtiment dessiné pour être construit en béton, sur lequel on va forcer un matériau. Et la pire des choses, c'est de forcer un matériau. C'est-à-dire que de toute façon, ça nécessiterait de déployer des énergies ou des économies d'ailleurs beaucoup trop importantes pour que ce soit réaliste et reproductible. Philippe, et ça sera la dernière prise de parole. Alors très rapidement, moi je crois que les idées philosophiques, elles ne valent que par leurs effets et les actions qu'elles sont capables d'ouvrir à la fois individuellement et collectivement. Donc, bien évidemment, c'est ce que je disais au début de mon intervention, si j'ai fait cette enquête philosophique, c'est parce que j'en éprouvais existentiellement le besoin. Après, je suis très proche de ce que dit Michel. Ce qui compte, c'est les situations dans lesquelles on se trouve. Et moi, j'en veux beaucoup à tous ces discours catastrophistes et collapsologistes qui ont nourri le sentiment de notre impuissance et qui, du coup, déportent la responsabilité des actions uniquement sur les grandes entreprises, sur les États et nous renvoient systématiquement à une forme de passivité. Quel que soit l'endroit où on se trouve, c'est le bon endroit pour commencer. Voilà. Là où on est, c'est le bon endroit pour commencer. Et moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est que chacune, j'essaye, j'y arrive pas, mais que mes actions ne dissocient jamais les aspects environnementaux et les aspects sociaux de l'écologie. Pour moi, c'est une seule et même chose. Et notamment dans mes enseignements et mes discussions avec les architectes, je ne veux pas aller du côté d'une architecture qui soit purement environnementale, qui repose sur de la technique, des performances, des chiffres. Quel est le projet social qu'elle porte ? Voilà. Et comment on peut faire société avec ça? Merci beaucoup Antoine, merci Philippe, merci à vous d'avoir été attentifs. Merci Michel d'avoir animé si bien cette rencontre. Bon alors, comme je n'ai appris qu'avant-hier que je devais animer la rencontre, je n'ai peut-être pas complètement respecté le pitch de la rencontre, mais je crois quand même que nous avons à peu près parlé du sujet qui était prévu. Voilà, vous pouvez retrouver les livres de nos invités ici. Merci, bonne fin de festival.